Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et je vous remercie de vous être déplacés pour célébrer ensemble le 20e anniversaire du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale, diplôme de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, institut du CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour échanger sur le diplôme, son histoire, son évolution, ainsi que sur la physique médicale, à travers les interventions des différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Philippe Correa, directeur de l'INSTN. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voulais excuser l'administrateur général du CEA qui ne peut être présent aujourd'hui puisqu'il participe à une visite du président Hollande en Indonésie, ce qui était un challenge pour lui d'être en Indonésie et en même temps ici à Paris. Alors, depuis 60 ans, puisque nous sommes dans une grande période d'anniversaire, en 2015, c'était les 70 ans du CEA. L'année dernière, c'était les 60 ans de l'INSTN. Et donc, cette année, nous allons donc célébrer les 20 ans du DQPRM. Depuis 60 ans, en tout cas, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, donc l'INSTN, qui est un établissement d'enseignement supérieur et également un organisme de formation très fortement lié au CEA, délivre des enseignements de haute spécialisation, de haute qualité également, qui portent sur toutes les techniques qui sont mises en œuvre dans les domaines de l'énergie nucléaire. Et comme vous le savez, dans les domaines d'application de l'énergie nucléaire, il y a une part très importante qui est représentée par les applications médicales du nucléaire. Alors l'INSTN soutient donc le CEA dans sa mission de transmission des savoirs. Le CEA a eu un nouveau décret d'organisation l'année dernière et il est clairement stipulé que le CEA doit transmettre ses savoirs vis-à-vis du public. Et dans cette mission, l'INSTN joue un rôle majeur, puisque, comme vous le savez, l'INSTN non seulement participe à un grand nombre de diplômes pour l'ensemble des aspects couverts par le nucléaire, mais également des diplômes en propre, dont justement celui qui nous réunit aujourd'hui, le DQPRM. À partir de là, dans notre mission, et plus spécifiquement dans le domaine médical, notre objectif, c'est d'être fortement impliqué dans le domaine des professions de la santé, et en particulier dans tout ce qui concerne l'utilisation des techniques fondées sur les rayonnements ionisants. Et ceci n'a pas démarré il y a 20 ans, mais c'est depuis les années 60 que l'INSTN est fortement impliqué, en particulier dans le cadre de diplômes nationaux de spécialisation, comme le DESC de médecine nucléaire et le DESC de radiopharmacie et radiobiologie. Alors peut-être certains parmi vous se disent c'est quand même bizarre que le CEA soit impliqué dans le domaine médical. Non, personne. Alors je vais faire l'hypothèse que certains ont cette question profondément ancrée en eux en elles. Alors pourquoi ? Parce que dans le domaine médical, dans le nucléaire, il y a de nombreuses applications nucléaires qui sont en fin de compte le produit de la recherche appliquée du CEA, et en particulier dans l'utilisation du nucléaire, que ce soit au stade préclinique ou dans le domaine clinique, il y a des sujets scientifiques qui sont menés à bien, qui sont toujours en dynamique dans nos laboratoires, et je vais en citer que quelques-uns, les micro-nanotechnologies, la métrologie, l'instrumentation, l'imagerie, l'innovation diagnostique et thérapeutique, les technologies pour la santé et tout ce qui concerne le vaste domaine de la protection contre les radiations. Et en fin de compte, les applications médicales, pour nous, c'est un peu un endroit, un lieu, en fin de compte, de convergence des applications de toutes ces recherches appliquées, puisque les applications médicales actuelles sont associées à des spécialités, dans d'autres domaines scientifiques c'est la même chose, mais en particulier dans le domaine médical, des spécialités qui sont donc multidisciplinaires et qui utilisent souvent des équipements complexes et des sources de rayonnement donc pour l'imagerie
le diagnostic et le traitement. Et à partir de là, l'éducation et la formation dans ce domaine sont donc des domaines majeurs, sont des domaines essentiels, qui font partie en fin de compte de l'excellence française dans ces domaines-là, et dont d'autres pays d'ailleurs s'inspirent actuellement. Et à partir de là, le personnel médical, parce que c'est bien ça l'objectif, doit recevoir une formation appropriée pour rendre les services, en fin de compte, que le public est en droit d'attendre. Alors l'INSTN, le domaine médical, représente à peu près 40% de notre activité, que ce soit en formation initiale diplômante ou en formation professionnelle continue. Et nous allons continuer à investir dans ces domaines, parce qu'ils font donc partie de notre mission. Et témoin en est le fait que l'année dernière, donc en 2016, nous avons obtenu un statut particulier, celui de centre partenaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une émanation de l'ONU. Et nous avons obtenu cette désignation, cette sorte d'accréditation de partenaire de l'AIEA pour l'éducation et la formation dans les technologies nucléaires pour des applications industrielles, certes, mais également pour les applications radiopharmaceutiques. Et je crois que c'est important de souligner que l'Institut est le premier centre partenaire de l'AIEA en France, mais également en Europe, et il n'y en a que 2 dans le monde, un aux États-Unis et donc en France à l'INSTN. Et je crois que le fait que nous ayons réussi à obtenir cette désignation, cette accréditation, rejaillit clairement sur toutes les institutions ou entreprises qui utilisent nos services de formation, mais également par nos étudiants. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va représenter en termes d'action, et dans lesquelles, je dirais, beaucoup d'entités présentes ici seront certainement sollicitées? Nous allons jouer un rôle de plus en plus important dans le programme dit PACT, qui est donc le programme d'action pour la thérapie du cancer. C'est un programme piloté donc par l'AIEA, et malheureusement, nous avons joué de malchance. La personne qui dirige ce programme n'a pas pu se rendre justement à Paris, mais pas parce qu'elle était avec le président Hollande, c'est pour une autre raison. Le président Hollande ne va quand même pas prendre tous nos invités. En tout cas, nous les rendrons peut-être. Alors, pour les objectifs du pacte anti-cancer, ces objectifs, on va pouvoir aussi retrouver certaines des actions qui sont menées par les uns et les autres réunis ici dans cet amphithéâtre. C'est établir des partenariats mondiaux avec des organisations internationales qui s'engagent donc à relever tous les défis posés par la lutte contre le cancer, surtout pour les pays qui sont dits à revenus faibles ou intermédiaires. Mais c'est également mobiliser les ressources de nos entités, publiques ou privées, pour aider en fin de compte au développement et également à maintenir notre capacité à fournir de la radiothérapie dans le cadre de différents programmes nationaux, mais avec l'aide en fin de compte de l'AIEA. Et c'est aussi soutenir très pragmatiquement, par un accès efficace et abordable, à des services de contrôle du cancer de qualité, que ce service soit reconnu, et en particulier à tous ceux qui en ont besoin. Et nos actions actuellement se tournent en particulier dans les pays du Maghreb. Alors à partir de là, notre objectif, et je crois que le DQPRM est un diplôme particulièrement important pour nous, parce que c'est encore un diplôme en propre, un diplôme de l'INSTN, et cela fait partie de notre stratégie générale, qui est donc une stratégie mise en œuvre et qui est mise aussi au service de la médecine par le nucléaire et donc du public. Et je suis donc particulièrement heureux donc, que ce diplôme fasse partie de notre offre de formation diplômante et tout particulièrement heureux de participer à la remise des futurs diplômés, surtout des diplômes aux diplômés, mais également donc, de participer au 20e anniversaire de ce diplôme. Merci pour votre attention. Je remercie notre directeur pour cette intervention. Et c'est donc à mon tour de prendre la parole pour vous dire quelques mots sur le DQPRM. Donc, le DQPRM célèbre cette année ses 20 ans d'existence. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, à cette occasion, je souhaiterais vous parler du diplôme tel qu'il est dans sa forme actuelle
et tel qu'il a été proposé aux étudiants qui vont être diplômés aujourd'hui. Ce diplôme jouera, j'en suis sûre, un rôle primordial dans le début de leur carrière en physique médicale. Depuis 2013, la formation qui amène à la délivrance du DQPRM se fait désormais sur 2 ans. Avant d'y parvenir, les étudiants obtiennent un Master 2 en physique médicale et font partie des meilleurs étudiants sélectionnés lors du concours d'entrée à la formation. Certains font le choix de partir en thèse. Ils réintègrent alors la formation à l'issue de leur doctorat. C'est le choix d'un quart d'entre eux environ. Les autres découvrent à la rentrée de septembre l'INSTN et nous rejoignent pour 2 ans de formation. En septembre 2014, c'est donc une promotion de 15 femmes et 25 hommes que nous avons reçus à l'INSTN et que nous allons diplômer aujourd'hui. Alors depuis, nous avons amélioré cette parité puisque les promotions 2015-2017 et 2016-2018 comptent autant d'étudiantes que d'étudiants. Alors, au cours de ces 2 années, la formation se décline en programmes théoriques et pratiques. Elle couvre l'ensemble des domaines de la radiothérapie et de l'imagerie, avec la radiologie et la médecine nucléaire. La partie théorique de la formation, qui représente au total 6 mois, permet une transmission des savoirs et des connaissances, et elle est portée par plus de 80 professionnels, principalement des physiciens médicaux, mais également des radiothérapeutes, des radiologues et des médecins nucléaires, que nous sollicitons chaque année pour venir délivrer des enseignements à l'INSTN. Je profite donc ici de cette intervention pour les remercier de leur implication très forte dans cet enseignement. Ces enseignements théoriques sont également réalisés pour partie sur la plateforme Doseo, plateforme du CEA qui est située à côté de l'INSTN et qui est dédiée à la recherche et à la formation des technologies pour la radiothérapie et l'imagerie. Nos étudiants peuvent ainsi bénéficier de l'expertise des équipes de Doseo, notamment pour les modules de calcul de dose en radiothérapie et en imagerie, qui sont fortement appréciés par les étudiants. Alors, cet enseignement théorique est ensuite complété par la réalisation de stages en milieu hospitalier. C'est ce qui fait la richesse de notre diplôme. Notre partenaire dans la formation, la Société française de physique médicale, la SFPM, nous apporte un soutien et une aide indispensables pour le passage des étudiants en stage. Je tiens à les remercier très chaleureusement en soulignant l'implication quasi quotidienne de certains de ses membres, notamment au sein du bureau du DQPRM. Ainsi, la SFPM nous propose aujourd'hui 32 lieux de stage répartis sur l'ensemble du territoire qui accueillent les 80 étudiants des promotions sur les 2 années de formation. La SFPM est certes le garant de la qualité des lieux de stage et des équipes pédagogiques, mais également de la qualité de la formation qui est délivrée au cours de ces stages. En effet, les outils pédagogiques mis en place au cours des stages permettent aux étudiants d'avoir un apprentissage progressif tout au long des semaines passées au contact des professionnels. Les étudiants commencent leur apprentissage par les compétences de base, en stage en rédigeant de nombreuses fiches, mais qui nous permettent à nous, équipe pédagogique, de nous assurer d'un socle commun de compétences, puis progressivement, ils peuvent augmenter leur expertise et s'impliquer, entre autres, dans la clinique, dans les projets scientifiques, en leur permettant ainsi, par exemple, de présenter leurs travaux dans des congrès nationaux, voire internationaux. Jean-Jacques Rousseau suggérait aux éducateurs, en évoquant leurs élèves, « Faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent ». Eh bien, c'est pour nous l'objectif pédagogique majeur de notre formation. Il faut bien comprendre que dans notre formation, lorsque l'on parle de stage, ce n'est pas un stage comme les autres. Vous avez bien évidemment tous fait des stages lors de vos cursus de formation, quand vous étiez plus jeune. Mais le DQPRM ne propose pas seulement aux étudiants
d'être observateurs de leur environnement professionnel, mais d'être acteurs de ce nouvel environnement, en apprenant et en vivant leur futur métier. Alors depuis 1997, sous différentes formes, tout d'abord 1 an de formation, puis 18 mois, aujourd'hui 28 mois de formation, c'est toujours avec la même volonté de former et de transmettre que nous avons diplômé plus de 800 étudiants. À leur tour, ils contribuent et participent aujourd'hui au développement de la physique médicale, en intégrant en France, et pour quelques-uns à l'étranger, des hôpitaux, des cliniques privées, des centres de lutte contre le cancer ou des institutions telles que le CEA. Alors, le domaine de la physique médicale, comme beaucoup d'autres, est en permanente évolution. Notre collaboration au plus près des professionnels nous permet cependant de rester très en lien avec ce qui se passe sur le terrain et dans la profession. Et nous amène en permanence, par l'intermédiaire du Conseil d'enseignement de la formation, à réfléchir sur les programmes et à leur adéquation avec la profession, qui, nous le savons, subit des évolutions importantes, toujours pour une meilleure prise en charge des patients. Notre diplôme évoluera donc encore dans les prochaines années pour tenir compte, par exemple, de l'implication de plus en plus importante et nécessaire des physiciens en imagerie, de manière aussi à totalement s'inscrire dans le contexte français actuel. Monsieur Vincent Marchesi vous en dira quelques mots, je pense, juste après, lors de son intervention. Enfin, il est également essentiel que notre formation continue à étudier ce qui se passe en Europe. Vous le savez, à ce jour, il n'y a pas d'harmonisation des diplômes au niveau européen. Cependant, nous basant sur les recommandations internationales actuelles, nous devons permettre à nos diplômés de pouvoir s'exporter au mieux en Europe s'ils le souhaitent. Alors pour conclure, nous avons demandé à nos étudiants diplômés 2014-2016 pour la remise des diplômes qui aura lieu tout à l'heure, de nous transmettre des devises qui les caractérisaient. Les caractériser au mieux. Je m'adresse donc à vous, chers diplômés, et je voudrais à mon tour vous faire part d'une phrase qui pourrait être une devise pour vous tous, au vu du travail, du métier plus exactement, et des responsabilités que vous allez maintenant endosser. Alors voici cette phrase. Tâchez autant que possible de vous entourer des meilleures personnes qui soient. Et si un jour, vous vous rendez compte, ou si vous pensez, que vous êtes la meilleure personne qui soit dans la pièce, alors, sachez qu'il est temps de changer de pièce. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vous remercie et je me permets maintenant d'inviter Monsieur Vincent Marchesi, président de la Société française de physique médicale, à me rejoindre. Merci Amélie. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Déjà, je tiens à remercier au nom de la Société française de physique médicale que j'ai l'honneur de présider actuellement, l'INSTN, pour son invitation à cette cérémonie. Donc, au cours de ce petit discours, pour saluer les 20 ans de ce diplôme et la future promotion qui est déjà sortie. Je voulais déjà aborder un petit peu les avancées qui ont été réalisées dans le domaine de l'enseignement de la physique médicale qui est allé en parallèle avec le développement de notre profession. Une des premières promotions de Toulouse, initiée par le professeur Blanc à l'époque, du DEA, au début des années 70, puis la concrétisation du diplôme professionnel du DQPRM, qui s'est révélé indispensable assez rapidement, et en passant par l'ouverture des différents masters dont les responsables sont présents pour la plupart ici aujourd'hui. Ce sont près de 1400 étudiants qui ont été formés depuis le début des années 70, pour actuellement, en gros, 700 professionnels qui sont en poste dans les secteurs hospitaliers,
public, privé, comme l'a dit Amélie, mais également dans les institutions. Donc la création du DQPRM en 1997 fut une avancée importante et rendue indispensable. Importante parce qu'elle a marqué la première étape vers une reconnaissance officielle de notre profession. En effet, une profession, notamment dans le domaine médical, sans diplôme de spécialisation à proprement parler, diplôme clairement affiché, ne peut être totalement reconnue. Indispensable car l'évolution des techniques, des pratiques, ont mis en évidence la nécessité d'un apprentissage beaucoup plus centré sur le terrain et non plus seulement académique comme il était réalisé jusqu'alors. C'est d'ailleurs une spécificité rare, spécifique comme l'est notre profession finalement, le physicien médical, de ce mélange de voies scientifiques portées donc par l'université et de filières pratiques, et notamment une filière professionnalisante hospitalière. Ça résume finalement très bien notre métier, notre fonction de physicien médical. Le physicien médical, c'est un scientifique à part entière qui va mettre ses connaissances en matière de physique des rayonnements, de dosimétrie, d'imagerie, etc., au service du système de soins pour le patient. Donc je tiens aussi à souligner que la réussite de ce diplôme tient fortement à l'excellente collaboration constructive et appuyée entre l'INSTN et les professionnels que représente la SFPR. Cette collaboration a été et reste un gage de succès dans la formation de nos futurs collègues, qui est aujourd'hui reconnue en termes de qualité au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des institutions, on verra au niveau du ministère, mais également ailleurs en Europe. Donc la SFPM, auparavant la SFPH, a toujours poussé fortement pour la reconnaissance de notre profession. Mes prédécesseurs, que je salue et que je remercie pour leur action, ont œuvré pour la création de ce diplôme et surtout pour son évolution. Évolution depuis la création, donc ça c'est, comme l'a dit Amélie, évolution sur la durée, sur le contenu. Aujourd'hui, notre diplôme se rapproche des standards européens. On ne peut que s'en réjouir, ça c'est clair. Même si cette évolution n'a pas toujours été simple à obtenir. Évolution que ce soit sur le contenu de la formation en elle-même et puis également sur la forme que pouvait prendre cette formation et notamment sur l'organisation pratique des stages. Je tiens aussi particulièrement à remercier les enseignants qui contribuent à la qualité de la formation. Ces physiciens médicaux pour la grande majorité, qui n'ont pas de vocation, ou en tout cas de statut d'enseignant à proprement parler, mais qui, chacun, par leur qualité, leur expertise scientifique et clinique, assurent à une réussite dans la transmission de leurs connaissances aux étudiants. La SFPM et ses partenaires, notamment les différentes sociétés médicales avec lesquelles nous sommes amenés à travailler, poussent pour une reconnaissance académique de l'enseignement en physique médicale. C'est ce qui manque aujourd'hui, et finalement c'est une des dernières pierres qui manque pour construire une vraie filière de formation pleine et entière dans notre spécialité. Le DQPRM, on l'a dit aujourd'hui, c'est 5 mois d'enseignement à l'INSTN, mais c'est surtout 22 mois de stage. Cette période où les étudiants sont immergés dans les services cliniques est essentielle dans le processus d'apprentissage. Et là encore, il faut souligner et on peut remercier les physiciens médicaux qui encadrent les étudiants pour les rendre aptes ensuite à embrasser leur carrière professionnelle. Donc l'encadrement, c'est un responsable de stage, bien sûr, mais c'est également tous les collègues des services d'accueil qui vont mettre à disposition leur expérience, leurs connaissances au service des étudiants. Donc c'est aussi la contribution des autres spécialités auxquelles l'étudiant va être confronté dans les services hospitaliers, les médecins, les manipulateurs, les techniciens des services biomédicaux, etc. Cette mixité des professions, le lien qui les unit au service du patient, ça ne se rapporte pas forcément dans les livres ni dans les salles de cours, d'où la nécessité des stages en immersion dans les services cliniques. Donc c'est une des raisons qui a conduit à l'augmentation de la durée de la formation essentiellement. 28 mois aujourd'hui sur la totalité, on ne sait pas encore exactement ce que nous réserve l'avenir, peut-être plus, peut-être sous une autre forme. Mais en tout cas, le diplôme, comme notre profession,
doit être continué à évoluer pour s'améliorer, afin que nos futurs collègues puissent être parfaitement à l'aise à l'issue de leur formation pour entrer dans la vie active. Donc c'est ce que nous efforçons de faire au niveau de la SFPM, avec nos collègues physiciens des services d'accueil, mais également avec les équipes de l'INSTN. Donc notre profession, très récemment, notamment en début d'année dernière, a connu une évolution importante avec la reconnaissance de notre profession en tant que profession de santé à part entière. Donc beaucoup critiquent, voire fustigent cette loi qui a réformé le système de santé. On est probablement la seule profession à se réjouir de la publication de ce texte qu'on attendait depuis des années, voire des dizaines d'années. Alors qu'est-ce que ça va changer en pratique pour nous, pour notre profession? Déjà, le terme un petit peu barbare de PSRPM, personne spécialisée en radiophysique médicale, est définitivement abandonné au profit d'un terme un peu plus accessible pour tout le monde, le terme de physicien médical. Cette reconnaissance dans le système de santé français nous donne enfin une place au sein de ce système. Finalement, 100 ans après, peut-être la première physicienne médicale, Marie Curie, qui a mis au service ses connaissances de découverte des rayons X au profit des patients pendant la Première Guerre mondiale. Puis plus de 40 ans après, les premiers radiophysiciens, comme on les appelait à l'époque, engagés sous l'impulsion des époux d'Utrecht et du professeur Tubiana à l'IGR. J'en vous preuve, monsieur Chavaudra, ici présent. Donc concrètement, que cela signifie-t-il, cette reconnaissance? Elle va nous permettre de nous placer en termes d'activité, de responsabilité, de relation avec les autres professionnels, chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Les autres professionnels, tous les professionnels qui vont composer les services de soins, on va être amenés à intervenir. Et le législateur, finalement, avec l'accord de tout le monde, a choisi de nous positionner aux côtés des pharmaciens dans le livre de la santé, du Code de la santé. Donc on utilisait souvent l'analogie pharmacien des rayons pour caractériser un peu notre profession quand quelqu'un nous demandait qu'est-ce qu'on faisait comme métier. Même si elle est un peu réductrice, finalement, cette analogie, elle garde son sens. Pourquoi? Parce que le physicien médical, on est situé entre le médecin prescripteur et le réalisateur de l'acte diagnostique ou thérapeutique. Médecin prescripteur, oncologue radiothérapeute, médecin nucléaire, radiologue. Le pharmacien prépare, délivre, contrôle le médicament que les infirmiers vont donner aux patients. Finalement, le physicien médical prépare, délivre et contrôle la quantité de rayons qui va être administrée par les manipulateurs aux patients. Si on voulait poursuivre dans les analogies, on pourrait aussi nous rapprocher des médecins anesthésistes vis-à-vis des chirurgiens. Pourquoi? Parce que pour certains actes, l'acte thérapeutique, notamment en radiothérapie, va résulter directement de l'intervention du médecin et du physicien, au contact direct du patient. Il y aurait d'autres exemples comme ça. Mais si on arrête les comparaisons, on peut dire que notre profession a ses propres spécificités qui seront prochainement traduites dans la réglementation par un décret qui va fixer les actes du physicien médical. Un autre texte réglementaire qui paraîtra prochainement et qui va concerner en premier lieu ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est le référentiel de formation. Donc ce texte, qui est en cours d'écriture depuis un peu plus d'1 an et qui paraîtra prochainement, jettera les bases d'un nouveau diplôme. Donc ce nouveau diplôme, il va bien sûr être très semblable au DQPRM, puisque le DQPRM actuel a servi de base à son écriture, notamment par la mise en place et le travail de la SFPM et l'INSTN conjoint, mais également avec les collègues des autres spécialités qui ont contribué. Donc ce diplôme sera aussi complété par les nouvelles exigences qui vont nous incomber en tant que professionnels de santé. Au-delà de la simplification aussi du terme PSRPM qui devient physicien médical, le terme DQPRM va également être amené à disparaître et sera remplacé par un nouveau diplôme qu'on appelle diplôme de physicien médical tout simplement. Donc ce nouveau diplôme, on l'espère, pour la rentrée 2018. Donc vous êtes une des dernières promotions du DQPRM. Donc pour finir, et je vais laisser ensuite la place au reste de la célébration et donc de la remise des diplômes à la dernière promotion en date,
à laquelle je souhaite une chaleureuse bienvenue dans notre profession. Un bon anniversaire donc au DQPRM. On ne souhaitera malheureusement pas donc les 30 ans du DQPRM, mais nos successeurs, enfin, en tout cas je l'espère, célébreront le diplôme de physicien médical. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, très cher Vincent, je vous remercie pour votre intervention. Alors, comme nous l'a dit Monsieur Philippe Correa, Madame Nelly Enverum-Bromson, qui est directrice du programme PACT au sein de l'AIEA, vous présente ses excuses puisqu'elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Monsieur Didier Paul, ancien physicien médical, professeur à l'INSTN et consultant auprès de l'AIEA, nous fait l'honneur d'intervenir et de nous présenter le programme PACT de l'Agence internationale. Bonjour à tous. Monsieur le directeur de l'INSTN, chers collègues, chers étudiants, j'ai le plaisir de venir célébrer avec vous cet anniversaire du DQPRM que j'ai vu naître avec un certain nombre de mes collègues ici, il y a donc quelques années, en étant à l'époque physicien d'hôpital, puisque c'était le terme qui était consacré avant de devenir physicien médical. Voilà, donc je remercie tout d'abord l'INSTN de m'avoir invité pour vous faire cette présentation que malheureusement Nelly Enverum-Bromson de l'AIEA n'a pas pu faire pour un certain nombre de raisons professionnelles. Voilà, donc ayant travaillé dans sa division pendant 1 an et demi, eh bien, j'ai le plaisir de faire cette présentation au nom de l'AIEA et de son programme PACT. Je remercie l'INSTN de m'avoir invité à plusieurs titres, d'abord en tant qu'ancien physicien, mais aussi une occasion pour moi de rendre hommage à mes pairs et en particulier au père des physiciens médicaux, notre regretté professeur émérite Daniel Blanc, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, voilà, qui nous a quittés et qui a vraiment développé la carrière de physicien médical aux côtés d'André Lutrex. Voilà, donc c'est vraiment une personne qui a beaucoup œuvré, non seulement pour les physiciens, mais aussi pour l'enseignement, également la recherche, puisqu'il a aussi créé avec Guy Portal l'association des laboratoires, les LAR, les laboratoires associés de radiophysique et de dosimétrie. Et voilà, donc c'est une personne que j'ai eu la chance de connaître et d'avoir comme professeur, à qui je rends hommage. Et sur cette photo, bien, vous voyez également d'autres professeurs émérites qui sont heureusement toujours avec nous aussi et qui ont beaucoup œuvré pour la physique, avec donc Jean Barthes, que certains d'entre vous connaissent très bien, et Michel Terissol, qui a été aussi un professeur à Toulouse, et pour Jean Barthes aussi à Paris, et donc Jean Barthes qui a travaillé au CEA pendant de longues années. C'est pour ça que, compte tenu de la réponse qui a été faite à notre directeur sur le CEA, la participation du CEA dans les activités médicales, je n'ai pas peur donc de montrer donc les diapositives avec le logo CEA et mon appartenance aujourd'hui au CEA. Voilà, donc je voudrais saluer aussi un certain nombre de collègues aussi et professeurs, dont Jean Chavaudra ici présent, qui ont également beaucoup œuvré pour la formation et le développement de cette discipline. Et puis, bien sûr, Bernard Robert qui va parler ensuite, mais également un certain nombre de personnes comme Isabelle Berry, bien sûr Guy Portal. Voilà, des personnes également rencontrées dans une association que j'ai eu l'honneur de présider, donc les LAR, qui ont aussi été très attachés et sont toujours attachés à promouvoir la dosimétrie, la physique médicale, avec un prix que nous avons créé, qui est le prix d'ailleurs Daniel Blanc. Et puis, une autre instance aussi qui reconnaît cette profession et en particulier aussi tous les
les fruits apportés par le DQPRM. Il s'agit de l'Académie des arts, lettres et sciences de Languedoc, qui chaque année récompense donc des physiciens médicaux avec 2 prix, et Pierre et Marie Curie et le prix Becquerel. Voilà, pour différentes générations de physiciens. Et c'est toujours un plaisir avec cette académie, aux côtés de l'INSTN et de la SFPM, de participer à la remise de ces prix. Alors, on m'a demandé de vous présenter succinctement l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, Philippe Correa en a parlé un petit peu dans son discours d'introduction. Donc, puisque l'AIEA, l'INSTN, travaille directement avec l'AIEA, avec cette distinction donc, qui a été, cette accréditation qui a été remise à l'INSTN donc, l'an dernier. Donc, l'AIEA est une organisation internationale donc, qui dépend de l'ONU, et qui a donc, je dirais, 3 piliers au niveau de l'intervention du nucléaire, dit pacifique, donc Atoms for Peace. Donc 3 grands piliers, que sont donc la technologie nucléaire, la sûreté et la sécurité nucléaire, et puis bien sûr tout le domaine des vérifications, contrôles. Donc il y a sous ces 3 piliers un certain nombre de programmes donc, qui permettent donc d'appliquer toute la politique de l'Agence internationale en la matière. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt regarder 2 départements qui concernent plus particulièrement le domaine de la santé, le département de coopération technique et le département des applications et sciences nucléaires. J'ai aussi mentionné le département de sûreté où j'ai travaillé également pendant quelques mois, puisqu'il y a dans ce département de sûreté aussi tout ce qui concerne la sûreté des patients et des travailleurs, donc en termes de radioprotection. Donc l'agence a fêté son anniversaire, ses 60 ans l'an dernier, avec donc ses missions, et compte aujourd'hui 168 États membres. La division Pacte dont je vais vous parler donc, est rattachée au département, aujourd'hui au département de coopération technique. C'est devenu une division. Au début, c'était créé en 2005, c'était un groupe qui était dans un autre département, qui était le département des applications et sciences nucléaires. Voilà une autre présentation des départements, de façon peut-être plus lisible. On voit qu'à la tête donc, de cette structure, nous avons donc, le directeur général, M. Yukiya Amano, donc, directeur général de l'AIEA, qui connaît bien notre pays, qui connaît bien la France et qui parle très bien français d'ailleurs, puisqu'il a été ambassadeur du Japon en France. Voilà, donc vous voyez donc les 2 départements qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui, donc le département de coopération technique, sur la gauche, et le département des applications nucléaires et des sciences nucléaires. C'est dans ce département que se trouvent notamment les sections de médicales, en particulier la section de radiothérapie, la section de radiologie et une section de physique médicale. Avec, dans cette section, beaucoup de physiciens médicaux formés dans le monde entier. Voilà, juste un petit rappel sur les statuts de l'AIEA, donc en particulier l'article 2, qui mentionne bien que l'agence a pour rôle de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Voilà, c'était entré en vigueur le 29 juillet 1957. Alors, l'AIEA a un rôle unique en matière de santé. On connaît souvent donc la partie qui est en vert, dans les clubs en vert, c'est-à-dire tous les moyens techniques à sa disposition pour le contrôle, le traitement du cancer, que ce soit en radiodiagnostic, en médecine nucléaire ou encore en radiothérapie. Par contre, il manquait un petit peu, c'est la raison de Pacte, c'est donc de faire une surveillance et d'avoir un rôle de coordonnateur pour l'ensemble du traitement, mais aussi de la prévention du cancer, donc de la prévention jusqu'aux soins, donc en passant par la détection, le diagnostic, et donc la partie rouge, qui concerne donc la surveillance, la gestion donc des plans cancer, avec d'autres partenaires dont je vais vous parler,
et qui donc s'appuie sur les compétences techniques et l'expertise de l'agence. Donc la partie rouge est la partie vraiment couverte par la division PACT, qui offre aujourd'hui une approche globale, ce qu'ils appellent la comprehensive approach, pour lutter contre le cancer et faire une prévention, une bonne prévention. Évidemment, ça nécessite une expertise pluridisciplinaire pour cette lutte mondiale contre le cancer. Voilà, donc ce programme d'action en faveur de la cancérothérapie, c'est la traduction officielle de PACT en français, donc dirigé aujourd'hui par Madame Nelly Ryan Bramson, donc directrice de cette division, que donc je vais vous présenter en quelques mots avec ses actions, ses missions et ses partenaires. Alors, je vais surtout parler du problème et du défi croissant pour cette division en termes de santé globale et de développement, et avec un exemple particulier qui est celui de l'Afrique. C'est ce qui me permettra ensuite de voir donc le rôle de l'INSTN avec PACT au sujet donc du développement en Afrique, où la situation est alarmante. Alarmante, non pas sur le taux d'incidence de cancer ou encore le taux de mortalité, puisqu'on voit sur ce graphique, donc sur la gauche, qu'en Afrique, le taux d'incidence est inférieur aux autres régions du monde. Le taux de mortalité est à peu près le même, mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est le rapport sur la droite entre la mortalité par cancer et l'incidence, où là, malheureusement, ce rapport est le plus élevé parmi toutes les régions du monde. Donc il y a un vrai problème, une situation alarmante qui peut s'expliquer, notamment avec d'accès limité au diagnostic précoce, là-dessus, bien sûr, être fait, un manque de traitement effectif, donc un manque de machines, les principaux facteurs responsables de ce mauvais rapport entre mortalité et incidence. Un autre chiffre, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais un autre chiffre qui est quand même assez parlant, c'est d'ici 2030, les prévisions mondiales montrent que 1,4 million de nouveaux risquent d'avoir 1,4 million de nouveaux cancers et 1 million de décès par cancer d'ici 2030. Voilà, donc c'est un chiffre qui malheureusement est alarmant. Donc les principaux cancers en Afrique sont le cancer du sein et du col de l'utérus pour la femme et pour l'homme, donc le cancer de la prostate, donc responsable de la majorité des cancers. Voilà, donc une autre map monde qui vous montre un petit peu la situation avec l'exemple de la radiothérapie, où là, malheureusement, on a observé donc un certain nombre d'inégalités en termes d'accès aux soins du cancer, avec beaucoup de machines qui manquent. Donc il est estimé environ de 5000 machines dans le monde, un peu plus de 1000 en Afrique. Le dernier recensement a montré qu'il manquait 1013 machines en Afrique. Dans ce qu'on appelle, dans ce que l'agence appelle donc les pays à revenus faibles et intermédiaires, donc les low and middle income countries, donc c'est selon la classification de la Banque mondiale. Et donc dans ces pays, et puis en Afrique aussi, beaucoup n'ont pas accès à la radiothérapie. C'est le cas en Afrique où 80% de la population n'a pas accès à la radiothérapie. Donc la tâche est énorme, et d'autant plus qu'on estime également que 50 à 60% des patients vont avoir besoin de radiothérapie. Voilà, donc une autre carte qui montre aussi clairement que donc le problème en Afrique donc concerne un certain nombre de pays qui n'ont pas accès à la radiothérapie. Donc il y en a actuellement 27, principalement donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne. Voilà, où donc des machines sont nécessaires, mais pas uniquement. Donc il n'y a pas qu'un problème de machines, mais aussi d'accès aux soins. C'est le problème aussi pour les patients d'arriver au centre de radiothérapie, et donc le transport, le séjour de ces patients. Vous avez des problèmes de pays où il n'y a pas de système de santé efficace, un nombre donc limité d'unités de traitement, mais aussi un manque de main-d'œuvre formée, le problème du terrain, de la géographie, donc des transports, et un
problème qui est, je pense aussi le principal, ce qui est d'ailleurs une des premières étapes dans le développement de ces pays, c'est la mise en place d'une infrastructure pour assurer la sûreté et la régulation de ces équipements dans le pays. Ça ne sert à rien d'implanter des machines s'il n'y a pas d'instance, d'organisme pour surveiller, contrôler ces machines. C'est un problème en Afrique, mais pas uniquement. J'ai eu l'occasion d'être physicien médical en Amérique du Sud, c'était aussi un problème. Voilà, donc il y a également tout le problème de la maintenance de ces machines et du suivi et du bon fonctionnement aussi de ces machines. Voilà. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus vaste. Voilà. Donc on en vient maintenant évidemment au problème qui nous intéresse, qui intéresse la formation, qui intéresse donc l'INSTN au sujet de la formation. Il y a donc un manque prononcé d'experts, de spécialistes dans le domaine de la cancérologie, donc de radio-oncologues, donc avec un nombre limité de programmes de formation, principalement donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, donc un manque de spécialistes, mais aussi un manque de motivation pour ces spécialistes. Il y a tout un travail de culture à développer dans ce pays. C'est le cas également, et la situation pour les physiciens médicaux, qui n'est pas meilleure sinon pire. Là aussi, il manque beaucoup de physiciens médicaux. Donc, si certains ont vocation pour aller exercer leur talent en Afrique, ils seront bien sûr les bienvenus. Et également, manque de médecins, donc de radiothérapeutes. Voilà, dans ces pays. On pourrait continuer un peu la liste aussi, puisque là, on a mentionné donc, les principaux professionnels, mais il y a également un programme qui porte aussi sur la formation des manipulateurs radio, des dosimétristes, qui manquent aussi dans ces pays. Alors voilà vraiment la vocation de ce programme PACT, qui est résumé donc sur cette diapositive, qui vous montre en fait que PACT n'agit pas tout seul. Donc c'est un programme de l'AIEA, donc qui bénéficie de l'expertise de l'agence en matière de médecine des rayonnements pour le traitement du cancer, et avec en plus toute la partie sûreté radiologique. Mais vous voyez, donc ça c'est la partie qui est en orange, la radiologie, la médecine nucléaire. Le font aussi d'autres partenaires, bien sûr, ça se fait avec l'Institut international de la recherche sur le cancer, l'OMS, et ces autres partenaires vont participer avec l'AIEA à des missions d'expertise et aller donc de la prévention jusqu'aux soins. Donc c'est cet ensemble qui constitue l'approche complète, donc orchestrée et coordonnée par l'AIEA pour lutter contre le cancer avec ses partenaires, et ceci donc depuis 2005 avec la création de cette division dédiée. Cette division a aussi un rôle important, qui est la recherche de fonds, la collecte de fonds et la livraison de projets aux États membres, donc en faveur donc, des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors bien sûr, PACT bénéficie d'outils pour réaliser sa mission. L'outil principal, ce sont des missions d'observation, des examens dans les pays. Alors, là, je reprends évidemment l'exemple de l'Afrique, où là, un certain nombre de missions ont été effectuées avec les partenaires de l'AIEA, en particulier des personnes de l'OMS, pour évaluer la capacité de lutte contre le cancer dans le pays, fournir des recommandations vis-à-vis des ministères de tutelle, en particulier le ministère de la Santé, identifier des projets pour la mobilisation de ressources et bien sûr la recherche de donateurs potentiels. Voilà, donc beaucoup de pays ont été visités, malheureusement il en reste encore. Donc ce sont les missions Impact qui permettent donc de faire déjà un état des lieux des besoins. C'est un outil qui fonctionne bien et qui permet d'avoir une approche globale et formalisée pour lutter contre ce fléau. Alors il y a d'autres outils qui sont vraiment maintenant plus dédiés à la formation, puisque je vous ai dit qu'en fait il manquait de spécialistes formés. Donc ces autres outils, eh bien, c'est une université virtuelle de lutte contre le cancer. Université à mettre entre guillemets, puisqu'en fait on va voir que c'est surtout une plateforme d'enseignement à distance,
d'apprentissage en ligne pour permettre donc à des professionnels de santé d'accéder à une formation de lutte contre le cancer spécialement adaptée au contexte local. Donc cette université, tout cet outil, on appelle le VUCCINET, donc vise à développer donc un certain nombre de cours évalués par des pairs et qui bénéficient dans des centres de référence donc d'une certification. Alors cette université a commencé avec une phase pilote en 2010 avec 4 pays en Afrique, donc au Ghana, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, avec le parrainage de centres de référence en Afrique du Sud et en Égypte. Aujourd'hui, il est question d'étendre cette action à d'autres pays, en particulier dans l'Afrique subsaharienne, pour couvrir donc, et former plus de personnes, puisque à ce jour, il n'y a que 500 étudiants qui ont vraiment été formés avec ce programme, en priorité pour commencer donc, sur le dépistage du cancer précoce du cancer du col de l'utérus, tout ce qui est système de soins aussi, donc la formation des professionnels de santé, et puis les soins palliatifs. Donc, ce sont les premiers cours qui ont été délivrés. En parallèle, l'AIEA permet également, avec un système de bourse, de former donc, des spécialistes dans des centres de référence, donc, où il y a donc toutes les techniques disponibles. C'est le cas pour l'Afrique francophone, donc avec un certain nombre de bourses, afin de renforcer les capacités dans ces pays en ressources humaines, à travers donc, des formations en oncologie, et combler un certain nombre de lacunes dans ces pays. On estime aujourd'hui qu'il y a un besoin de former 12 000 à 15 000 professionnels de santé au bénéfice de 240 000 à 300 000 patients. Donc la tâche est importante. Voilà, donc, alors, c'est une plateforme d'e-learning, mais qui reste une plateforme, qui n'est pas une plateforme de luxe, mais à moindre coût, puisqu'une grosse partie est, en fait, est prise en charge par l'agence, pour donc permettre des cours à distance aussi dans des pays qui ont de faibles revenus. Donc, un système qui est opérationnel et à bas coût pour ces pays. Alors, actuellement, sur ces formations, il y a, je citais donc 2 partenaires principaux sur les premiers cours, qui sont KIRAMS, donc qui est l'Institut coréen des sciences radiologiques et médicales, et récemment, l'an dernier, j'étais encore à Vienne, donc des Russes, voilà, l'association des physiciens médicaux de Russie, et puis l'agence médicale et biologique fédérale russe, qui contribue également à la formation de physiciens médicaux dans ces pays. Voilà, donc c'est en cours, et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur le site de l'AIEA, plus de détails, de chiffres également sur la mission de cette division ACT. Bien, maintenant à la deuxième partie de mon exposé, pour me rapprocher donc de l'INSTN. Et donc là, je change ma casquette, donc non pas de consultant à l'AIEA, mais ma casquette CEA et de professeur INSTN, pour vous parler donc de la collaboration potentielle de l'INSTN avec l'AIEA dans ce domaine, le domaine de l'accès aux soins, dans le domaine de la cancérologie. Alors, cette relation n'est évidemment pas due au hasard. J'étais donc à Vienne et il y avait la recherche d'un partenaire français pour justement couvrir les besoins des pays francophones en Afrique et avec des compétences reconnues sur le plan international. Et évidemment, j'ai pensé à l'INSTN, connaissant évidemment cette maison, et d'autant plus que l'INSTN venait d'avoir cette reconnaissance de l'AIEA comme Collaborating Center. Au départ, évidemment, sur les applications industrielles et sur les radiopharmaceutiques, mais cette reconnaissance, bien sûr, vaut également pour l'ensemble des compétences de l'INSTN en matière de formation et d'éducation dans le domaine des sciences nucléaires et de ses applications médicales. Alors,
la collaboration en est à ses débuts, donc je ne peux que vous donner quelques pistes de réflexion en cours, de discussion en cours dans le cadre de cette collaboration, donc qui a fait l'objet d'un certain nombre de réunions, de rapprochements, avec 3 principaux thèmes de collaboration envisagés donc dans le cadre du programme PACT. Bien sûr, le renforcement des compétences via l'éducation et la formation, la contribution aux moyens de contrôle du cancer et aux activités d'évaluation des besoins, et puis un appui commun aux pays définis comme prioritaires. Quelques exemples de coopération possible, parce que l'INSTN pratique cela déjà depuis longtemps, c'est donc l'intégration de stagiaires dans ces programmes de formation, dans les programmes de formation existants, donc de stagiaires avec par exemple des bourses de l'AIEA. Donc c'est quelque chose qui se pratique à l'INSTN, et la plateforme d'Oseo a justement aussi cette ambition d'accueillir un certain nombre de stagiaires donc, qui vont utiliser cet outil, cette plateforme. L'identification aussi des pays cibles ayant des besoins importants de formation. L'INSTN a également une bonne expérience aussi dans certains pays d'Afrique. Et également l'identification d'experts compétents qui pourraient contribuer aux futures missions de l'AIEA. Je pensais mission Impact, dont je parlais tout à l'heure, où là, l'INSTN est en mesure aussi de proposer des experts de l'INSTN, mais aussi du CEA et de ses partenaires. Ça peut être des partenaires de l'INCa, par exemple, de partenaires de physiciens médicaux français, de nos sociétés savantes. Voilà, toutes ces personnes qualifiées pour intervenir dans les pays où il y a un véritable besoin. Et puis, in fine, donc l'aide au développement du programme VOCCINET pour étendre donc son utilisation avec des cours en e-learning et en particulier une extension au niveau de l'Afrique francophone subsaharienne. Voilà, je vous rappelle donc ce programme VOCCINET, donc est une université virtuelle, puisqu'on créé en 2010, avec donc pour l'instant 4 pays, mais donc avec une extension possible. Ça reste avant tout une plateforme d'e-learning pour des professionnels de tout niveau, donc des experts, médecins, physiciens, mais aussi des techniciens. Voilà, et donc il y a une demande aujourd'hui des États membres de l'AIEA, donc pour les aider à poursuivre la mission de PACT avec donc ses partenaires, donc avec des partenaires existants, des nouveaux partenaires sur ce programme, donc, comme l'INSTN, créer de nouveaux cours d'apprentissage, déjà utiliser ceux qui ont été publiés en anglais, mais voir les traduire en français, voire en portugais aussi. Une demande aussi pour avoir des cours en portugais. Voilà, donc pour couvrir un maximum de besoins avec donc nos sociétés savantes et nos experts. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais simplement remercier les personnes qui m'ont aidé à faire cette présentation. Donc mon ancienne directrice Nelly, qui a bien voulu donc, que je reprenne une partie de sa présentation, mais je voudrais également remercier dans son équipe Diana Rubin et puis mes collègues à l'INSTN, Amélie, oui, merci, et Akli Amadi également, qui m'ont bien aidé à faire cette présentation. Et je vous remercie pour votre attention. Non sans souhaiter... souhaiter un très bon anniversaire. Happy birthday to you. Monsieur Didier Paul, je vous remercie pour cette présentation. Et nous allons très bientôt procéder à la remise des diplômes de la promotion 2014-2016. Et afin d'introduire ce moment attendu par nos étudiants, je vous propose d'écouter tout d'abord Monsieur Bernard Robert, ancien directeur du DQPRM, et qui a accepté d'être le parrain de la promotion 2014-2016. Merci Amélie.
Monsieur le directeur de l'UNSTM, monsieur le représentant de l'AUA, monsieur le président de la SFPM, madame la directrice du DQPRM, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici présent et d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'INSTN à parrainer cette cérémonie, et j'en ai été très, très honoré. Mais en fait, je voudrais surtout féliciter l'INSTN d'avoir pris cette initiative, de cette remise de diplôme officiel à l'occasion des 20 ans du DQPRM, initiative qui, pour moi, valorise encore plus, s'il en était besoin, non seulement la formation des physiciens médicaux, mais également la profession de physicien médical. Alors, les orateurs précédents ont dressé un bilan très positif de ces 20 ans et des perspectives encourageantes avec les futures évolutions. Il y en a eu l'an dernier avec le passage à la profession de santé, et il y en aura d'autres pour se rapprocher définitivement du schéma européen du médical physiciste. Mais comme vous le savez, le présent et le futur se bâtissent souvent sur l'héritage du passé, et vous avez devant vous un représentant de la première promotion universitaire de la formation de physicien médical. Alors bien sûr, je n'étais pas du premier DQPRM, vous vous en doutez, mais j'étais de la promotion de 1970-71, quand le professeur Blanc, que notre ami Didier Paul a déjà cité, a mis en place cette formation universitaire. Alors, je vais, certes, parler du passé, mais ça me permettra aussi de rendre hommage à un certain nombre de personnes qui ont largement et beaucoup contribué à ce que vous soyez là aujourd'hui et à ce que cette formation soit maintenant bien ancrée dans le paysage de la physique médicale. Alors, si la... Non. Alors, si la formation universitaire, sur laquelle je vais un petit peu revenir, a débuté en 70, je voudrais rendre hommage tout d'abord à Madame André Dutrex, qui a été notre mère à tous, si je puis dire, qui a été la première physicienne française en 1953 à l'Institut Gustave-Roussy. Et de 1953 à 1970, eh bien, les physiciens se sont formés, si je puis dire, sur le tas, en étant recrutés à l'université et en apprenant le métier sur le terrain. C'est en 70 qu'à l'initiative du professeur Blanc qu'a été créée la première formation universitaire, qui à l'époque n'était qu'une option d'un DEA déjà existant à l'Université des sciences de Toulouse, l'Université Paul Sabatier. Existait le DEA de physique atomique et le professeur Blanc avait créé l'option de physique radiologique en partenariat donc avec l'Institut Gustave-Roussy et en particulier monsieur et madame Dutrex. Alors, monsieur Dutrex, lui, représentait la faculté des sciences, la faculté de médecine, et en association donc avec le professeur Blanc déjà cité, l'Institut Gustave-Roussy assurant dans le cadre du DEA la partie plus pratique, plus professionnelle. Je voudrais néanmoins citer également deux personnes qu'on l'associe moins à la formation des physiciens, mais qui personnellement ont représenté pour moi des gens très importants. D'une part, le professeur Maurice Tubiana, qui certes a été chef du département des radiations légères, entre autres, qui a été également directeur de la santé à une certaine époque et qui a toujours appuyé cette formation de physique médicale. Mais également une autre personne que l'on connaît moins dans ce domaine, mais qui était le professeur Pierre Pellerin, que certains ont connu, hélas, au travers du fameux nuage qui, soi-disant, s'est arrêté à la frontière et que les journalistes ont tourné en dérision, qui était le directeur du SCPRI de l'époque, donc l'organisme qui réglementait la radioprotection, qui a donné la conférence inaugurale du DEA en 70 et qui déjà à l'époque, vous voyez, j'ai quand même gardé bonne mémoire, déjà à l'époque parlait des pharmaciens des rayons. Alors, quelle a été l'évolution de cette formation? La première promotion dont je faisais partie comportait 11 étudiants. Mais parmi les 11, 8 seulement se destinaient à la profession
de radiophysicien, comme on disait à l'époque. Alors, ça va faire rêver les étudiants actuels, puisque à l'époque, ce n'était qu'un DEA, donc qu'un an, l'équivalent du Master 2 actuel. L'essentiel de l'enseignement théorique était assuré à Toulouse. Et puis ensuite, on partait en stage à Gustave-Roussy pendant 6 semaines. Et voilà. Et après, on avait un stage de quelques mois dans un service hospitalier. Et donc, au bout d'un an de formation, on était lâché dans les hôpitaux. En 1975, le DEA devient enfin, cette formation devient un DEA à part entière, le DEA de physique radiologique. Et en 1977, ce DEA conditionne l'obtention de ce qu'on avait à l'époque, ça n'existe plus maintenant, l'agrément en tant que physicien agréé. C'est un arrêté de 1977 qui ne permettait d'engager en tant que physicien que des physiciens qui avaient un numéro d'agrément. Le stage à l'IGR passe à 7 semaines, quelle évolution, et les promotions atteignent une vingtaine d'étudiants. À l'occasion du dossier de renouvellement du DEA en 1980, le professeur Tubiana, que j'ai déjà cité, insiste sur la nécessité d'ouvrir encore plus la formation à la médecine nucléaire, à la radiologie, disons à l'imagerie en général. Et il est regrettable de voir que 36 ans plus tard, on est encore en train de parler de développer l'imagerie au sein de la formation. En 1985, le renouvellement du DEA se fait cette fois-ci sous le double sceau de l'université Paul Sabatier de Toulouse et de l'université Paris-Sud. Alors, évidemment, nos maîtres vieillissent. Les professeurs Jean Dutrex et André Dutrex prennent leur retraite. Et naturellement, leur succèdent Daniel Chassagne et Jean Chavaudrat pour l'implication dans ce DEA. En 90, le DEA évolue, il change un peu de nom, enfin, le nom s'étoffe, c'est DEA de physique radiologique et médicale, tout cela pour faire un pas vers la reconnaissance européenne du médical physiciste, et notre ami Vincent en a parlé tout à l'heure, on n'y est pas tout à fait encore, mais on en est plus loin. Et le stage à l'IGR est alors de 9 semaines, les promotions augmentant régulièrement. 1992, première grande évolution, puisque devant l'augmentation du nombre d'heures de cours, puisque en particulier l'imagerie augmentait sa part au fur et à mesure, une année supplémentaire de formation est rajoutée à celle du DEA. Tout cela paraît naturel, mais il fallait quand même obtenir le financement pour cette année de formation. Et en 1995, le rapprochement avec les imagiers fait que le DEA va comporter 2 options. L'option physique radiologique et médicale, qui était l'appellation du DEA de départ, qui concerne bien sûr la physique médicale, et l'option de imagerie moléculaire, etc., avec une partie commune de cours d'imagerie, cette deuxième option étant essentiellement réservée à des médecins, radiologues ou médecins nucléaires, puisque dans leur cursus universitaire également, on leur demandait un DEA si vous voulez poursuivre leur carrière universitaire. Alors, au travers de ces évolutions, eh bien, petit à petit, on se rend compte qu'il fallait avoir l'appui peut-être de structures un peu plus organisées, structurées dans la formation. Et c'est à cette époque-là, dans les années 95-96, que s'opère un rapprochement avec les NSTN, puisque l'IGR avait des liens anciens avec cette institution, en particulier dans le cadre de la formation des médecins nucléaires, et donc pour la dosimétrie des radioéléments. Et c'est donc tout naturellement que le professeur Chavaudrat, à l'époque, s'est tourné vers les NSTN pour s'associer dans le cadre de cette formation. Voilà, alors, je pense avoir parcouru rapidement, je ne voulais pas trop vous ennuyer avec le temps passé, hein, mais je terminerai par cette dernière photo sur laquelle je peux rendre hommage au professeur Jean Chavaudrat qui est ici, à André Bridier qui est ici. Pourquoi ces 2 personnes? Eh bien, elles sont présentes dans la salle, la photo une vingtaine d'années, mais je pense que vous pourrez encore les reconnaître.
Mais en fait, ces deux personnes assurent la liaison entre l'ancienne formation, si je puis dire, avant 96, puisqu'ils ont quasiment été impliqués dès le début, et le DQPRM, puisqu'ils y ont longuement contribué jusqu'à leur retraite, voire même peut-être encore un peu pour M. Bridier. Merci de votre attention. Cher Bernard, je te remercie pour ton intervention. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant inviter chaque diplômé à venir monter sur scène pour la remise des diplômes. Alors, comme je vous le disais, donc, on va faire l'appel par ordre alphabétique. J'appellerai tous les étudiants de la promotion, même ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, parce que certains d'entre eux ont malgré tout envoyé des devises, ainsi que des photos. Donc, voilà, on présentera l'ensemble des personnes. Alors, le premier de la liste de nos diplômés n'est pas présent aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, je voudrais les excuser tous, hein, le fait qu'ils ne soient pas présents, parce qu'évidemment, la très grande majorité de nos étudiants ont trouvé des postes depuis qu'ils ont quitté la formation en décembre. Et donc, certains n'ont pas pu être là aujourd'hui puisqu'ils sont actuellement en poste. Donc, le premier, Djilali Adel, est absent. Et donc, nous allons appeler Anaïs Barato à nous rejoindre pour la remise du diplôme. Alors, l'étudiante suivante, la diplômée suivante, Thérèse Belli, n'est pas présente avec nous aujourd'hui. Et je vais donc appeler, pour nous rejoindre sur scène, Emen Ben Abdenebi. Alors, la diplômée suivante, Cindy Berthaud, est absente également. Et donc, je vous propose d'accueillir Céline Berthold. Ensuite, nous accueillons l'ancien délégué de la promotion, Igor Bessière.
Alors nous avons ensuite 2 étudiants absents, Julien Boudet. Également absent aujourd'hui, Jérémy Camilleri. Et Marie Charrois, qui a eu un empêchement de dernière minute et qui donc ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je vous demande donc d'accueillir maintenant Pierre-François Cléry. Ensuite, je vous demande d'accueillir Mathilde Croiset. Donc le diplômé suivant, Romaric Dalle. Regardez, de l'autre côté, madame. Le diplômé suivant, Abdourahmane Djibo Sidikou. Ça arrive, ça arrive. Alors, je vous demande ensuite d'accueillir Quentin Dupuis.
Alors, la diplômée suivante n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'Emmanuel Fleury. Et donc, le diplômé suivant, Jimmy Fontaine. Le diplômé suivant, Michael Gauthier. La diplômée suivante, Maude Guétin. Alors, nous avons ensuite deux diplômés qui ne sont pas présents avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Maxime Goubert. Et de Camille Henry. Ensuite, diplômé est présent avec nous, Yannick Jacob. Alors, je vous demande ensuite d'applaudir Alexandre Joly. Julien Lafarguette est absent aujourd'hui. Et je vous demande donc d'applaudir Camille Lemoyne. Le diplômé suivant, Francis Mafalanca.
Le diplômé suivant, Jacques-Antoine Maisonnable. Pauline Mariol est absente aujourd'hui. Et je vous demande donc d'applaudir Justine Marotte. Le diplômé suivant, Thomas Marsac. Le diplômé suivant est absent, il s'agit de Johan Marty. Et donc, je vais vous demander d'applaudir Morembo. Le diplômé suivant, Célian Michel. Ensuite, une liste de 4 absents. Gilles Molinaire. Mathieu Moreau. Caroline Noblet. Et Layal Obeid. Avant-dernière diplômée, Éléonore Pouget.
Et enfin, Julien Salvadori. Alors, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers diplômés, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir participé à cet événement, important bien sûr pour notre diplôme, le DQPRM, mais également pour notre institut, l'INSTN. Pour clôturer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont œuvré évidemment pour la bonne organisation de cette cérémonie anniversaire. Et en particulier, je tenais à remercier Cindy et Émilie Jaffray, qui ont beaucoup travaillé sur l'organisation. Et également Colline Verneau, qui a été d'un soutien très très important. Voilà, et je tenais également à remercier l'hôpital européen Georges Pompidou qui nous a accueillis aujourd'hui. Alors je vais vous inviter à présent à profiter du cocktail et de l'animation qui vont se trouver juste à la sortie. Je vais demander simplement aux étudiants diplômés de rester dans la salle pour que l'on puisse procéder à des photos, notamment à une photo d'ensemble de la promotion ici dans l'amphithéâtre. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi à tous.